Emmanuel Dongala, Johnny Chien Méchant. Je suis revenu dans la maison. Fofo avait fini de se laver et fourrageait dans la petite armoire en bambou pour voir ce qu'il pouvait dénicher pour se faire un petit déjeuner. Je lui ai dit de prendre les 2 œufs qui restaient et de se faire une omelette. Je me suis dirigé vers la chambre de maman pour la réveiller et j'ai soulevé le pagne qui servait de rideau. Incroyable. Cette femme qui, depuis l'assassinat de son mari, ne connaissait que des sommeils agités, et dont la douleur des 2 jambes brisées lui faisait ouvrir les yeux toujours avant l'aube, dormait tranquille, le visage apaisé. Malgré l'urgence de la situation, je n'ai pas eu le courage d'interrompre ce sourire que j'ai cru voir flotter sur ses lèvres. Je me suis aussitôt fait une raison. La réveiller 5 minutes plus tard n'entraverait point tant soit peu notre fuite. La voix de Fofo m'a crié du petit coin cuisine qu'il ne restait plus d'huile d'arachide, qu'il n'y avait que de l'huile de palme. Je n'aime pas beaucoup l'huile de palme et je trouve immangeables les œufs grillés avec cette huile. Je lui ai répondu en lui disant de se faire des œufs durs. Il y avait du pétrole dans le réchaud que nous avions acheté pour remplacer la gazinière pillée. Et surtout qu'il ne lambine pas. On devait décamper dans une demi-heure au plus tard. Cette fois-ci, on ne se laisserait pas surprendre. Je me suis approché de mon lit, je me suis agenouillé, je me suis courbé, et j'ai tiré la grosse cantine en métal que nous avions cachée dessous. Je l'ai ouverte. J'y ai trouvé 3 cancrelats morts et leurs chiures. Comment avaient-ils pu entrer dans une malle fermée? Mystère. Je l'ai rapidement nettoyé et me suis mise à y entasser les choses importantes que nous devions à tout prix sauvegarder. Le choix était difficile, même si j'y avais pensé plusieurs fois depuis les derniers pillages. J'ai commencé par la grosse chemise cartonnée qui contenait tous nos documents officiels. Acte de naissance, certificat de mariage de maman, bulletin scolaire et diplôme. J'y ai ensuite placé mes livres scolaires et ceux de Fofo. Je voulais garder sur moi la grosse encyclopédie de l'espace que j'avais eue comme prix l'année précédente, mais elle était trop lourde et trop encombrante. J'ai rangé la photo de papa tenant maman par la main dans la petite trousse où j'avais mis notre argent. Dans des circonstances comme celle-ci, je portais cette trousse toujours sous ma robe, mon pagne ou mon pantalon, tandis que j'utilisais comme leurre un sac à main que je portais ostensiblement en bandoulière, en m'assurant qu'il contenait toujours quelques pièces de monnaie et des bijoux bon marché. Cela pouvait vous sauver la vie. J'ai ensuite déposé dans la malle les 3 pagnes super wax de maman, mes 2 plus belles robes, ma paire de chaussures neuves. J'ai demandé à Fofo de regarder, lui aussi, si je n'avais pas oublié quelque chose d'important pour lui. Enfin, j'ai décidé d'aller réveiller maman. Je me suis approché de son lit en évitant de regarder son visage, et j'ai posé ma main sur son front. Je l'ai doucement appelée, comme si rien n'urgeait. Elle a ouvert les yeux et m'a souri. Elle m'a dit, visiblement heureuse avec une petite pointe de regret, « Oh là-haut, tu as interrompu un beau rêve que j'étais en train de faire. Je me promenais seul dans le parc zoologique de notre ville, et je me suis arrêté pour admirer un groupe de jeunes filles qui jouaient au nzango. Elles sautillaient, battaient des mains, riaient. Écoute, maman, tu me raconteras ton rêve plus tard. Il faut que nous partions maintenant. » Je lui ai annoncé rapidement que les troupes gouvernementales, celles qui nous avaient pillés la dernière fois, étaient en déroute et fuyaient la ville, tandis que des troupes rebelles y entraient en ce moment même, et ceux qui voulaient
ce qui voulait dire qu'un pillage n'allait pas tarder. Elle a ouvert de grands yeux où se lisait un cocktail de sentiments. Le choc, la peur, la fureur et la détermination. Elle m'a refait préciser si c'était les troupes gouvernementales ou bien les rebelles qui fuyaient. Je lui ai répété que les troupes qui étaient gouvernementales étaient maintenant les troupes rebelles et les troupes qui étaient rebelles étaient maintenant les troupes gouvernementales. Elle savait aussi bien que moi que pour nous, cela ne faisait aucune différence. Tous les camps qui se battaient disaient le faire au nom du peuple. C'était donc au peuple de payer pour ceux qui remporteraient la victoire et de payer pour ceux qui la perdraient. Or, le peuple, c'était nous. Après m'avoir écouté, elle est redevenue la mère qu'elle avait toujours été, avant la perte de ses jambes, la femme forte qui dirigeait la maison, vendait au marché, nous faisait manger, s'occupait de nos vêtements, de notre santé, de notre scolarité, pendant que papa passait de longues heures hors de la maison à pousser des brouettes de ciment et de sable, à mélanger du mortier, à transporter des briques et à monter des murs pour ramener à la maison l'argent pour nous nourrir. Elle s'est assise sur le lit, elle m'a engueulé parce que je ne l'avais pas réveillée aussitôt que j'avais appris la nouvelle à la radio. Je lui ai expliqué que l'essentiel était fait. La brouette, la malle, le déjeuner de Fofo, et qu'on n'avait plus de temps à perdre, cela l'a calmée. Elle m'a indiqué 2 ou 3 choses que je devais ajouter à la cantine. Et surtout, n'oublie pas d'y mettre la photo de ton père, avait-elle insisté. Puis elle s'est précipitée faire sa toilette. J'ai appelé Fofo pour m'aider à porter la malle jusqu'au trou. Elle était lourde, mais à 2, nous avons réussi à la déplacer. Nous avons ensuite passé 2 cordes en dessous. J'ai appris cette technique lors de la mise en fosse du cercueil de papa. Mais avant que nous ne la soulevions pour la mettre dans le trou, voilà maman qui se met à crier et à nous faire de grands signes avec la lampe tempête. Elle tentait d'avancer vers nous en se traînant sur les fesses dans une démarche bancale de crabe. J'ai couru vers elle. Elle tenait dans ses mains le niveau, l'équerre, le mètre pliant de papa. Si je n'avais pas l'expérience des pillages, qui dans notre pays couronnaient toujours l'arrivée des troupes victorieuses ou en déroute, j'aurais éclaté de rire en lui disant que personne n'aurait l'idée de voler ces vieux instruments. Une équerre, dont les branches formant l'angle droit, avait été gauchie par les pluies et les soleils tropicaux. Un niveau, dont la fenêtre de verre qui permettait de repérer la bulle d'air était pratiquement voilée, et un mètre pliant qui se coinçait en éventail quand on essayait de le plier. Mais ici, les choses n'avaient plus aucune logique. On saccageait pour saccager, on tuait pour tuer, on pillait pour piller, même les choses les plus invraisemblables. Et puis, tout d'un coup, aussi soudaine qu'inattendue, une onde d'affection a surgi du plus profond de mon être, et mon corps s'est mis à vibrer en résonance avec ces instruments. Ces vieux outils de maçon ne nous avaient pas seulement nourris, habillés, et avaient permis d'acheter les médicaments qui nous avaient soignés et maintenus en vie jusqu'à aujourd'hui. Mais ils m'avaient aussi offert un avantage certain sur mes collègues de classe. Ils m'avaient amené, d'un côté, à saisir vite et mieux qu'eux la réalité concrète qui se cachait derrière les idées abstraites et imaginaires, et de l'autre, à comprendre comment les choses concrètes et réelles pouvaient engendrer des formes abstraites et imaginaires. C'était grâce à cet équerre que j'avais vu et compris la réalité de l'angle droit que nous avions appris dans notre classe de géométrie, grâce à ce niveau et à sa bulle d'air, que j'avais pu concevoir sans difficulté un plan incliné ou une surface plane parfaite, sans friction, et sur laquelle on pouvait faire rouler une bille indéfiniment. Enfin et surtout, c'était grâce à ce mètre que papa me faisait tenir, plier, déplier, ce mètre avec lequel il mesurait tout ce qui était mesurable dans le monde qui l'entourait, qui était né
qu'était né mon rêve de devenir ingénieur après mon bac, afin de bâtir des édifices plus grands encore que les maisons que construisait papa. Je lui ai pris des mains de maman, je les ai pris des mains de maman, et je suis allé les placer dans la malle. À coups de pelle et de houe, nous avons enterré notre trésor, ce que nous avions de plus précieux au monde après nos vies. Le ciel commençait à blanchir vers l'est. Le jour allait bientôt se lever, et d'un moment à l'autre, les rapaces allaient s'abattre sur la ville. Il était temps de partir.